Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Adrien Matou, chef du service politique à Marianne, est dans ce studio. Bonsoir. Et bonsoir. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Vous avez entendu comme moi évidemment les mots de la mère de Romans-sur-Isère. Nous souhaitions l'entendre parce que c'est une coïncidence, semble-t-il, épouvantable ce qui s'est passé. Thomas tué à coups de couteau après un bal populaire à Crépol, il y a un an, quasiment un an jour pour jour. Et Nicolas, qui était dans le même club de rugby que Thomas, tué lors d'une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit sur fond de trafic de drogue. Ça s'est passé la nuit d'Halloween. On était effarés par le constat qui est... des mots peut-être, je sais pas, Adrien Matou, des mots de Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui est aussi l'illustration, Romans-sur-Isère, d'une de ces villes moyennes, qui sont touchées, qui ne sont pas épargnées par la violence aujourd'hui. Juste un mot peut-être sur cette affaire. J'ai l'impression qu'on les enquille, ces affaires, ces derniers jours. Les fusillades, les rixes, les débordements, il y en a partout. C'est vrai que quand on entend les titres du journal qu'on vient d'écouter, on a l'impression de vivre dans un pays d'Amérique centrale où... Donc vous êtes d'accord avec les mots de Bruno Retailleau, avec la mexicanisation c'est vrai que, de la France. En tout cas, il y a une multiplication des faits, et là, le fait est qu'ils arrivent tous au même moment, donc forcément, il y a un effet de choc. Et sur l'interview de la maire de Romans-sur-Isère, en fait, c'est un peu compliqué, parce que ces maires, par définition, sont un petit peu débordés, parce qu'ils n'ont pas du tout... quand on est élu d'une petite commune comme ça, on n'est pas... a priori élu pour gérer des faits de grande délinquance, etc. Donc évidemment, ça les dépasse. Par nature, ça les dépasse. Et je pense que ça va se multiplier parce que le trafic de drogue en France atteint des proportions incroyables. Moi, j'ai quelques chiffres. C'est 5 à 6 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Et plus d'un quart des prisonniers, donc la population carcérale, l'est pour trafic de drogue. Donc c'est quand même, c'est quelque chose d'absolument massif. Et par nature, les dealers... Ils ont des points de deal, ils maîtrisent des points de deal, mais c'est un côté un petit peu féodal, puisqu'il faut toujours, quand on retire le maximum d'argent d'un point de deal, chercher de nouveaux points de deal pour faire encore plus d'argent. Et du coup, presque mécaniquement, le territoire de ces trafiquants de drogue, il s'étend au-delà des grandes villes, dans les villes un peu moyennes. Et du coup, on a cette réalité un peu frappante qui est qu'on voit des petites bourgades relativement mais elle a parlé des jusqu'ici. campagnes, la maire, c'est quand même incroyable. La maire de Romans-sur-Isère parle des campagnes, c'est-à-dire que les villes moyennes, ça suffit plus. C'est ça. C'est-à-dire que pour être tranquille, maintenant, on va dans les campagnes faire du trafic de drogue. Et c'est pour deux raisons, quelque part, parce que, de fait, on va se poser la question, ce que Bruno Retailleau en a parlé, mais il y a les consommateurs, il y a énormément de consommateurs, et pour satisfaire à cette demande, il faut que le territoire du trafic de drogue s'étende à des endroits où il n'allait pas. Et d'autre part, le trafic de drogue, ça représente de l'argent, beaucoup d'argent, et de l'argent facile à faire, beaucoup plus facile pour des jeunes qui sont dans les endroits où ils ont souvent pas beaucoup de perspectives réjouissantes. Des sommes immenses d'argent facile qu'on leur offre comme ça sur un plateau, ça les tente, et ça entraîne cette propagation du trafic de drogue. Et donc des fusillades. Quand on dit fusillade, j'ai regardé les chiffres, 90% des fusillades sont liées au trafic de drogue. Donc c'est pas des espèces de batailles comme ça impromptues. 90% des fusillades, c'est des règlements de compte directement liés au trafic de drogue et aux rivalités entre gangs. Donc le lien est absolument direct entre le trafic de drogue et ces fusillades. Et ça prendra des années, Charlotte Dornelas, pour essayer de rétablir la situation. Bruno Retailleau a proposé des mesures. Il en annoncera certainement d'autres vendredi prochain, parce qu'il est en déplacement avec Didier Migaud, le garde des Sceaux, à Marseille. Marseille qui s'illustre et qui arrive en tête des villes les plus touchées en 2023 par les narcomicides. On y reviendra tout à l'heure. Charlotte Dornelas, moi, les mots de la maire m'ont interpellée, parce que c'est une élue de terrain, parce qu'elle dit que la drogue aujourd'hui est aussi dans les campagnes, parce qu'elle dit que ce trafic de drogue touche, et on le savait, des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, et excusez-moi, mais ces mots, quand elle dit mais il y a des familles qui incitent des gamins à participer au trafic de drogue, moi je suis saisie. Il y a certains qui montrent l'exemple déjà, et à leurs enfants, et d'autres en effet qui vivent de ce trafic, et donc vous avez des gamins qui sont impliqués et qui ramènent cet argent facile dont on parlait, qui fait vivre des familles. Bruno Le Maire en avait parlé lui-même, le ministre de l'économie. Là on a deux affaires récentes qui nous le prouvent, ce que dit Madame Toraval.
On a à Marseille ce gamin de 14 ans qui a tué le chauffeur de VTC qui refusait de le laisser descendre de la voiture pour aller poursuivre sa cible dans la rue. 14 ans, ses 2 parents étaient en prison à ce gamin-là. Donc déjà, on comprend que le trafic, en effet, il l'a pas découvert tout seul. Et plus récemment encore, ce gamin de 5 ans qui a pris une balle à Rennes juste avant le déplacement il était dans la voiture de son père, et on apprend que c'est le père qui était visé et qui aurait lui-même participé à un affrontement lié au trafic de drogue la veille. Donc pareil, l'enfant de 5 ans, il évolue dans quel environnement exactement? Donc évidemment qu'il y a des enfants qui sont d'abord basculés. Les parents aujourd'hui des enfants qui ont 10 ans, ils ont potentiellement 30-35 ans. Donc on voit bien qu'il y a des trafiquants qui ont cet âge-là aussi, et on voit bien qu'il y a des trafiquants qui, par ailleurs, quand il y a des règlements de compte, ont eux-mêmes des enfants. On vous dit, étaient par ailleurs père de famille. Ces enfants-là grandissent aussi dans ce milieu-là, donc il y a évidemment ça. Et par ailleurs, il y a le recrutement voulu d'enfants, si possible, isolés. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de mineurs isolés, précisément étrangers, parce que les réseaux cherchent des mineurs, parce que la justice n'est pas la même quand vous êtes mineur, si possible étrangers, parce que vous passez sous les radars et vous êtes plus difficilement identifiable. Et on a vu un autre phénomène s'accroître ces dernières années, c'est le recrutement, par exemple à Marseille, de gamins qui viennent de Poitiers, de Dijon, de Paris, parce que la police localement est incapable de les reconnaître, par exemple sur les vidéos. Ça demande un travail d'enquête plus long, parce que les policiers connaissent leurs délinquants habituels, et que donc si vous les faites venir et que vous les faites repartir immédiatement, le travail d'enquête est plus fastidieux. Et comme par ailleurs la procédure avec laquelle travaillent et les policiers et les magistrats, enfin et la police et la justice, est extrêmement fastidieuse, ce qu'on comprend à la fois dans ce que nous dit Marie-Hélène Toraval et à la fois dans ce que l'on observe du trafic de drogue ces dernières années, c'est qu'on a des trafiquants qui ont une souplesse dans l'adaptation à n'importe quelle décision que l'État prend, qui est immense. Donc on a non seulement un problème de souplesse de l'État qui n'est évidemment pas la même que celle de ces trafiquants, et par ailleurs on a un problème aussi, d'accord, vous disiez Bruno Retailleau a annoncé certaines choses, alors il a esquissé des pistes qu'il avait déjà esquissées, dont certaines d'ailleurs tirées du rapport de la commission d'enquête sénatoriale de l'année dernière. Donc ces magistrats qui avaient beaucoup fait parler d'eux, mais en fait ils avaient entendu énormément d'acteurs aussi de la lutte contre ce trafic de drogue, qui était d'ailleurs tous à peu près d'accord sur le constat. Et voilà, il va falloir d'ici vendredi prochain qu'ils s'entendent aussi avec Didier Migaud, qui n'a pas exactement les mêmes vues dans la manière de traiter ce problème-là. Donc vous avez à la fois un problème dans la manière de voir le constat. On a Bruno Retailleau, pardon, je terminerai avec ça, mais je prends un exemple concret dans les différences de vues, par exemple politiques. Même sur le constat, on s'entend pas forcément. Bruno Retailleau hier nous a parlé d'une corruption qui touche diverses administrations et qui menace la souveraineté de la France. La corruption dans le narcotrafic, c'est ce qui vous fait basculer dans un narco-État potentiellement. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement grave. L'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, avait alerté là-dessus. L'inspection générale de la gendarmerie nationale avait alerté là-dessus. Différentes, évidemment, les dockers, les douaniers, beaucoup avaient alerté sur ce problème. Les magistrats l'avaient évoqué devant la commission d'enquête sénatoriale, et Éric Dupond-Moretti avait engueulé les magistrats sur ce point précisément, en parlant de propos délétères. Vous voyez que là, on a un ministre de la Justice il y a quelques mois qui nous dit c'est un propos délétère et ça sert à rien de dire ça, et Bruno Retailleau aujourd'hui qui dit que c'est grave. Donc même la parole politique devant le constat, c'est grave, elle est compliquée. Charlotte Dornelas, on voit que c'est grave. Enfin, il n'y a pas une. Non, mais on voit que c'est grave. Là, je vous parlais du sujet de la corruption en particulier. Oui. Évidemment, non, Éric Dupond-Moretti nous avait pas dit c'est pas grave le trafic de drogue, arrêtez d'en rajouter, que les choses soient claires. Mais il avait sur ce point précis. Donc, vous voyez que même dans la manière d'aborder les choses, est-ce qu'il faudra attendre 3, 4, 5 ans pour qu'on nous dise, en effet, la corruption, c'est vraiment un sujet, il faut s'y atteler. Bon, là, Bruno Retailleau, en l'occurrence, en a parlé. Est-ce que le ministre de la Justice va se saisir du sujet de la même manière? On verra vendredi. Mais c'est vrai qu'on a évidemment besoin. Bah oui, bien sûr, parce que la police, le ministre de l'Intérieur sans le ministre de la Justice ça marche pas. Ne peut rien faire. Et ce parquet entièrement dédié au narcotrafic, est-ce que c'est une bonne piste selon vous, Adrien Matou? Oui, ça peut l'être, mais après, moi je me méfie, parce que ça peut aussi être une manière d'afficher une volonté en créant un bidule spécifique pour dire voilà, il y a quelque chose qui est spécifiquement dédié. Ce qui est important, c'est les moyens. Mais s'il crée un parquet spécifique comme pour le terrorisme, là, les moyens sont remis, effectivement. Mais alors, justement, mais il y a quand même un gros problème des moyens. Parce que je vous donne 2 exemples. Charlotte, elle a évoqué le cas des douaniers.
L'Allemagne est un pays qui a beaucoup moins de frontières que nous à surveiller. Ils ont 48 000 douaniers. La France en a 3 fois moins. Un port comme le port du Havre a 40% de douaniers en moins par rapport aux années 90. Ils sont juste débordés. Ils peuvent ouvrir 2 conteneurs par jour. Non, mais c'est ça. Il y a 2% des conteneurs qui sont ouverts. En plus, c'est pour des raisons économiques aussi. Non, mais vous vous rendez compte. Voilà. Mais en tout cas, c'est un problème évident de submersion. On n'a pas assez de moyens parce que c'est très bien de créer quelque chose de spécialisé, d'afficher sa volonté ou de dire que voilà le petit dealer du coin, il va aller direct en prison au lieu de repartir. Ça, je suis tout à fait d'accord, il faut le faire. Mais le trafic de drogue, c'est pas le petit dealer du coin. C'est des réseaux, c'est pas que, oui. Voilà. C'est des réseaux tentaculaires avec à la tête des grands barons de la drogue qui gèrent des centaines et des centaines de dealers. Et là, il faut déployer d'immenses moyens pour les contrôler. Et donc, j'en viens au deuxième sujet, la police judiciaire. On a un problème de manque d'officiers de police judiciaire. Darmanin avait dit qu'il nous en manquait 5000. Les juridictions spécialisées dans la lutte contre le blanchiment ou la corruption ou le trafic de drogue, ils ont en moyenne 70 à 100 dossiers à traiter en même temps. On peut pas travailler dans de bonnes conditions comme ça. Voilà. Et par ailleurs, la réforme de la police judiciaire qui a consisté à faire du travail des uns le travail des autres a affaibli considérablement la police judiciaire qui en effet traite le haut du spectre, tandis que la police, le bleu dans la rue, comme on l'appelle désormais, elle traite le trafic. Et c'est pas rien de traiter le trafic dans la rue parce que accessoirement, ça permet aux gens de vivre. Aux gens qui d'habitude ont les dealers, même si c'est pour 3 jours, ça leur fait 3 jours de pause. Mais en effet, ça ne casse pas les réseaux qui eux se recréent instantanément. Ça, on l'a ça vu. peut même avoir un effet pervers parce que on a encouragé le bleu dans la rue effectivement pour des raisons tout à fait compréhensibles. Qui empêche l'enquête. Mais voilà, le bleu dans la rue, c'est aussi ce qui fait qu'il y a moins d'incitation pour les policiers à faire de la police judiciaire. Évidemment. Et donc on peut. Alors en fait, le politique a un intérêt au bleu dans la rue, c'est que ça se voit beaucoup plus que multiplié par 2 les officiers de police judiciaire. Mais ça, par exemple, voilà, on peut pas se contenter de dire il faut mettre des flics partout dans la rue, etc. C'est plus complexe que ça, ce sujet. Non, mais bien sûr, parce que pour le dire simplement, quand vous ramassez 20 gamins avec une sacoche et quelques grammes de shit dedans, ça vous fait 20 cases à remplir dans un fichier Excel. Quand vous faites tomber un réseau, potentiellement, vous avez fait tomber une tête, ça fait une coche à poser dans un tableau Excel. Sauf que, évidemment, vous avez réduit considérablement le trafic. Donc, évidemment qu'il faut faire les deux, en réalité, c'est sûr et certain. Mais simplement, la question de la police judiciaire, elle est importante parce que, outre la question de l'organisation, il y a la question des moyens financiers qu'on évoque souvent, mais les moyens de correctement faire son travail. Or, aujourd'hui, je vais vous donner un seul chiffre qui illustre bien le problème. Un enquêteur en garde à vue, il y a 25 ans, il passait 65% de son temps sur le fond de l'enquête et le reste à faire de l'administratif, à remplir par exemple un PV de garde à vue. Aujourd'hui, c'est l'exact contraire en pourcentage. Il passe 65% de son temps à remplir des papiers et le reste sur le fond de l'enquête. Donc, quand vous avez par exemple une garde à vue qui est limitée dans le temps, vous n'avez pas des heures et des heures, qu'on vous dit le délai de carence de l'avocat, on va le faire sauter. Vous devez remplir un papier toutes les 3 minutes. Vous devez signifier l'heure d'entrée en garde à vue, signifier la sortie. Désormais, par exemple, pour exploiter un téléphone, et ça a quelques semaines, pour exploiter un téléphone, il faut l'autorisation d'un magistrat indépendant. Le procureur n'étant pas considéré comme un magistrat indépendant. Donc vous devez aller saisir en plus le juge des libertés de la détention pour pouvoir exploiter un téléphone. Mais pendant tout ce temps-là, les trafiquants pensaient bien qu'ils se balisent entre eux, ils se mettent sur écoute, ils vont aller intimider le point de deal d'à côté et ils sont capables d'aller brûler dans des coffres de voiture des gamins de 13 ans. Donc je veux dire, c'est inimaginable le fossé dans les moyens. Et là, je parle pas même pas des moyens financiers à budget constant. Les moyens qui sont donnés à la police sont, inadaptés à la réalité du trafic. Et là, peut-être qu'en effet, une chaîne pénale spécialisée pourrait permettre d'adapter, on va dire, l'état de notre droit sur l'ampleur du trafic de drogue qui commence à inquiéter légitimement, enfin, tout le monde. Mais peut-être un peu tard. D'après Alain Bauer, qui était tout à l'heure sur Europe 1, mon invité à 19h15, on a laissé faire. Depuis 2012, on a laissé faire. On va réécouter ces mots dans un tout petit instant et on en parle juste après les 20h44.